Les éditions de La Loupe, spécialistes des livres en gros caractères, vous apportent un confort de lecture avec une sélection rigoureuse parmi les nouveautés littéraires. Romans, témoignages, essais, aventures, le fonds éditorial compte plus de 700 titres. Renseignements et informations au 04 78 47 27 02 et sur internet éditionsdelaloupe.com. Les éditions de La Loupe vous proposent l'émission Nous avons lu pour vous. Bonjour chers amis auditeurs de Nous avons lu pour vous. Jean Doucet et moi-même sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter chacun un livre. Pour vous, Jean, ce sera Le voleur d'art de Michael Finkel aux éditions Marchiali, 331 pages, 23 €. Et pour moi, L'or des rivières de Françoise Chandernagor, publié en avril 2024 chez Gallimard, 299 pages, 21 €. Alors, Le voleur d'art, c'est un livre original que Le voleur d'art. Ce n'est ni une biographie, ni un roman, mais c'est un peu des deux à la fois. Dans les années 1990, Stéphane Breitwieser, âgé de 30 ans, grand amateur d'art, résidant à Mulhouse, a commis plus de 250 cambriolages dans des musées suisses, belges ou français. Toujours en plein jour et sans aucune violence, au milieu des gardiens, des systèmes de sécurité et des visiteurs. Ses armes sont un grand manteau et un couteau suisse. Certes, le modèle le plus élaboré, mais un simple couteau suisse. Que vole-t-il ? Des tableaux anciens, plutôt de petite taille, mais pas toujours. Des objets, des boîtes en or, des ivoires, de l'argenterie, une arbalète, des pistolets anciens, etc. Ses goûts sont assez éclectiques, mais souvent l'orientent vers les périodes de la Renaissance ou de l'âge baroque. Il ne vole pas d'art moderne, encore moins d'art contemporain. Disons que la majorité des vols concernent des tableaux du XVIIe et des ivoires de même époque, ainsi que de l'argenterie Renaissance. Comment procède-t-il ? Il ne s'attaque pas aux grands musées comme le Louvre, mais plutôt à de petits musées régionaux ou locaux, beaucoup moins protégés. Il est venu à Nantes peut-être au musée d'Aubray à la fin des années 1990, mais nous ne savons pas exactement ce qu'il y a volé. Il procède d'abord à un repérage soigneux par la consultation des catalogues de ces musées et choisit ce qu'il convoite. L'objet ou le tableau est souvent situé dans une pièce un peu plus éloignée, à l'intérieur du musée, sans gardien à poste fixe, ni caméra très opérationnelle, mais ce n'est pas systématique. Il lui est arrivé de voler des objets bien surveillés aussi, en se mettant dos à la caméra. Le vol peut avoir lieu alors que la pièce est vide, mais aussi quand elle est pleine de visiteurs. Sa petite amie fait le guet. Il s'est rendu compte que souvent les vitrines sont constituées de plaques de verre réunies entre elles par du silicone. Vite, il va découper une partie du silicone, faire basculer le verre, subtiliser l'objet, remettre les autres objets en place pour que cela ne soit pas immédiatement visible et remettre la vitrine en place. Pour simplifier les choses, il utilise aussi des cartons sur lesquels il est indiqué « vitrine en cours d'aménagement ». Comme ça, personne ne s'inquiète. Néanmoins, le vol est bien sûr remarqué, mais pas tout de suite. Il est alors parti depuis longtemps des locaux, au moins depuis plusieurs heures. Il ne laisse pas les caméras le filmer pour ne pas être connu. En fait, une sorte d'Arsène Lupin trentenaire. Il ne revend pas son butin, mais le garde chez lui à son domicile. Il ne cherche pas l'argent, le profit, mais les objets d'art. Il se fait en quelque sorte son musée personnel car il est très cultivé, lit beaucoup, ne se trompe guère quand il vole. C'est toujours une belle pièce qui a été remarquée et subtilisée. Au bout de quelque temps, deux équipes de policiers, les uns suisses, les autres français, spécialisés dans ce type de délinquance, vont s'intéresser à lui, à sa méthode, à sa psychologie. Il se fait prendre une fois, en Suisse, mais le lien entre ce vol et l'ensemble des cambriolages de musées n'est pas fait. Il s'en tire alors avec une condamnation légère de primo-délinquant. Et alors, on continue. Le pillage continue de plus belle, des dizaines de musées sont cambriolés et la presse commence à s'intéresser à cet invisible personnage. Il collectionne bien sûr les articles qui le concernent, il a fait son pressbook, il est insoupçonnable, il est invincible, il se croit hors d'atteinte.
Mais la machine va bientôt se détraquer. L'intérêt particulier de ce livre est de mêler l'histoire des vols, les investigations des policiers, les déclarations du voleur qu'il fera plus tard aux enquêteurs, les observations des psychiatres qui l'examineront, les déclarations des témoins lors des 2 procès qui s'en suivront, l'un en Suisse, l'autre en France. Tout cela met en place les pièces d'un puzzle très étrange où sa petite amie et sa mère jouent des rôles majeurs. En fait, plus de la moitié des objets dérobés n'ont jamais été retrouvés. Stéphane Brettwieser a purgé une peine de prison modérée. Il a promis de s'amender. Il vit toujours en Alsace, il a plus de 50 ans et a essayé sans succès d'écrire ses aventures jusqu'à ce qu'un journaliste, Michael Finkel, s'intéresse à lui, à son histoire et à sa personnalité. Le résultat en est ce livre. Il est passionnant, vous pouvez le prêter, c'est un livre d'art, néanmoins ne vous le faites pas voler. Le voleur d'art, Michael Finkel, aux éditions Marchiali. Merci Jean, beaucoup. Je vous présente quant à moi aujourd'hui L'or des rivières de François Chandernagor, l'or, le métal précieux, L''OR. Françoise Chandernagor a 79 ans. Elle est creusoise par sa mère, appartenant à une famille de très modestes maçons. Son père, André Chandernagor, est lui-même poitevin, descendant d'un ancien esclave indien dit Bengal, qui reçut le nom de Charles-François Chandernagor après son affranchissement et son baptême. Il a commencé sa brillante carrière poétique en Creuse, le pays de son épouse. Françoise Chandernagor a elle-même passé une bonne partie de son enfance en Creuse avant de poursuivre de très brillantes études qui l'ont amenée à terminer major de l'École nationale d'administration, l'ENA, devenant la première femme à décrocher un tel titre et faisant la fierté légitime de son père, lui-même issu de cette prestigieuse école. Elle a quitté le Conseil d'État en 1991 pour se consacrer à l'écriture. Une reconversion très réussie, puisqu'elle a produit une vingtaine d'ouvrages et que son immense succès ne s'est jamais démenti depuis la publication de L'Allée du Roi. Elle est un membre influent de l'Académie Goncourt et elle vit désormais dans sa Creuse chérie les 3/4 de l'année. Pour commencer, attardons-nous un instant sur le titre de l'ouvrage, L'or des rivières. Françoise Chandernagor confesse d'entrée de jeu qu'elle a toujours eu des difficultés à choisir des titres formidablement accrocheurs pour ses ouvrages, comme Voyage au bout de la nuit ou Les illusions perdues. François Nourricier, ancien président du Goncourt à qui elle confiait son embarras, lui rapporta que Jean Paulhan, l'éminence grise de Gallimard, était très doué pour ce genre de trouvailles. C'est lui qui avait créé le titre français du roman de Margaret Mitchell, Autant en emporte le vent. Il lui fit aussi valoir que ce même Paulhan lui avait suggéré de prendre comme titre pour lui-même de l'un de ses livres L'or de la Loire, qu'il y avait renoncé, et qu'il la laissait donc libre de retenir pour elle-même L'or de la Loire ou L'or de la Creuse. Et là, je laisse exprimer Françoise Chandernagor. Elle écrit « Convenons que L'or de la Creuse, titre aussi rocailleux que les rives de nos ruisseaux, ne serait guère mélodieux, ni très accrocheur. Non seulement il sonne mal, mais il ferait rire les beaux esprits de Paris. Pourquoi pas, tant qu'on y est, la fortune des bouseux ? Ou pourquoi pas aussi l'éclat des ploucs ? D'ailleurs, c'est où la Creuse ? Pourtant, cet or de la Loire qui brillait depuis si longtemps dans ma mémoire me parut enfin à portée de mots. Mais à condition de transformer le titre trop somptueux offert par Paulhan en un plus modeste L'or des rivières. J'allais alors ainsi oser, sans crainte des colibés, parler de mon pauvre paradis. Un paradis si discret, si loin des villes, des routes et des modes, si oublié de Dieu et des hommes, que ses enfants devaient s'en arracher pour aller au loin gagner leur pain. Là-bas, ils bâtissaient les maisons des autres, plâtraient les murs qu'on recouvrirait ensuite de stuc doré, mais eux savaient où était caché l'or vrai. Et ils se promettaient qu'un jour, dès qu'ils auraient des sous, dès qu'ils seraient trop vieux pour soulever un madrier, ils reviendraient vers leur lande familière, dans leur village sans route, perdu entre Limoges et Clermont, pour y contempler chaque été, et jusqu'à en être aveuglés, les paillettes de soleil que nos vents fous arrachent aux rivières. Cette introduction a un double avantage. Premièrement, nous plongeons de suite dans le cœur du sujet traité par François Chandernagor, à savoir son amour ardent pour sa Creuse natale. Deuxièmement, nous savourons le style si somptueux et élégant, tour à tour chatoyant, émouvant et intimiste qui émaille la trame du récit que nous offre François Chandernagor. Celle-ci a écrit qu'il était temps de présenter enfin la Creuse à la France, comme Péguy présenta on s'entend la Beauce à Notre-Dame de Chartres. On comprend cette référence d'autant mieux qu'il y a pour François Chandernagor,
comme ce fut le cas pour Peggy, quelque chose de sacré qui la dépasse dans son attachement à la terre reçue de ses ancêtres. Elle nous décrit la Creuse, pays des sources et des eaux qui inspira Claude Monet. Pauvre, secrète et longtemps inaccessible, cette région du Massif central qui forme encore aujourd'hui le département le plus pauvre et le plus vieux de France, dont pendant 3 siècles les fils devaient migrer chaque printemps vers des chantiers parisiens pour survivre, cette terre granitique vouée aux chênes et aux genêts fut pourtant le paradis de son enfance. C'est un livre autobiographique formé de ses mémoires. Parmi les souvenirs de Françoise Chandernagor, il y a ceux qui concernent les jeteurs de sorts et de contre-sorts. Elle se souvient des travaux des champs, des veillées, où les hommes passaient leur temps à ressasser leurs liens de famille, remontant à la nuit des temps. Elle écrit « Je n'ai retrouvé cette manière de faire et ces interminables digressions généalogiques que dans les grandes familles aristocratiques. Les familles nobles et les familles paysannes ont gardé longtemps plus d'un point commun. Au fond, ils étaient tous des hommes de la terre. Il leur reste le même goût pour la chasse et la même passion pour l'héritage et les longues lignées. » Elle évoque les vaches qu'elle menait au pré, son chêne préféré qu'elle embrassait avant de repartir en octobre, rejoindre la banlieue parisienne et son collège. Ce roman autobiographique est porté par l'amour d'un grand-père, lui-même maçon migrant, qu'elle évoque ainsi. « Sur le seuil de sa maison, mon grand-père m'attend. Comme au jour de ma naissance, dans la chambre obscure qui donnait sur la cour, il m'apporte le soleil. Le soleil et l'or qui sont la toile de fond de ce superbe livre. » Pour vous donner à votre tour envie de le lire, je vous rapporte ce conseil donné par un de ses lecteurs. Il faut lire ce très beau livre, bien calé dans un fauteuil profond, en face d'une baie vitrée donnant sur la campagne de Creuse, ou d'ailleurs si on n'a pas chance d'être en Creuse, un verre d'excellent whisky ou cognac à portée de la main, et déguster livre et alcool sans modération. Vous êtes chez vous et zut à la loi. Alors, Le voleur d'art de Michael Finkel, édition Marchiali, 331 pages, 23 €. Et moi-même, je vous ai présenté L'or des rivières de François Chandernagor, Gallimard, 299 pages, 21 €. Les éditions de La Loupe vous ont présenté « Nous avons lu pour vous ».